Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée. Voici le sommaire. En politique, la mobilisation naît déjà au sein des forces Kori pour un Bénin émergent dans l'optique des élections municipales et communales de mai 2020. Dans le département du Mono et plus précisément à Lokossa, militants et sympathisants du parti se dressent derrière le secrétaire exécutif national Paul Humpé pour cette compétition électorale. Geoffroy Mentan et Florent Dohou nous en parlerons davantage dans ce journal. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, responsables et personnels se sont donné la boussole à suivre pour la gestion de cette année. Il s'agit du plan de travail annuel gestion 2020 lancé hier vendredi à Cotonou. Un exercice fait sous les yeux de la ministre Adiatou Matisse. Et puis le deuxième forum des collectivités locales africaines a pris fin hier à Cotonou avec un engagement solennel, la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique, un engagement accouché par 2 jours de réflexion organisés en prélude à la COP 26 prévue en novembre prochain à Glasgow. C'est en Écosse. Nous ferons part des assises. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. En politique, Paul Humpé peut désormais compter sur le soutien des militants et sympathisants du parti des Forces Kori pour un Bénin émergent dans le département du Mono et plus précisément à Lokossa. Par dizaines, ces acteurs à la base se sont mobilisés en milieu de semaine pour lui témoigner leur admiration et surtout leur soutien en prélude à cette compétition électorale. C'était sous les yeux de nos reporters sur place Geoffroy Mentan et Florent Dohou. Ambiance au beau-fils au sein des militants et sympathisants du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de la commune de Lokossa. Et cette sortie qui s'est déroulée ce jeudi dans cette ville au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, est venue pour montrer que le parti FCBE est une force politique encore en vie et bien enracinée dans la commune. L'objet de cette rencontre est de vous éclairer et de dénoncer ce qui ne va pas au niveau de notre parti, la FCBE. Vous devez connaître les vrais ennemis de notre parti, FCBE. Ce sont ceux-là qui ont toujours refusé et combattu notre récépissé. Le récépissé qui nous permet d'avoir une existence légale et de nous apprêter pour les élections. La crise qui secoue le sommet du parti FCBE n'émousse nullement les ardeurs de ses acteurs à la base. Ici, pas de temps pour des tergiversations. Paul Humpé, l'homme par qui le parti a eu son salut et son existence légale à travers l'obtention du récépissé du ministère de l'Intérieur, est le chemin à suivre. C'est le moment pour nous de féliciter et d'encourager le Seigneur Paul Humpé, Théophile Yahou et consorts pour leur sens élevé de responsabilité et de les exhorter à plus de courage et de détermination en vue de réussir leur mission pour une victoire écrasante. Nous, femmes de la commune de Lokossa, nous sommes déjà engagés derrière le Seigneur Paul Humpé et son équipe pour ces élections. Nous voudrions dire à l'ensemble des Béninoises et Béninois que sans la participation et la victoire aux élections communales, l'opposition, une fois encore, recevra un coup pour des années. Tous derrière Albert Sessou, la FCBE de Lokossa s'active pour une participation réussite aux élections communales et municipales à venir. L'unité est le mot d'ordre. Résolument engagé derrière le Seigneur Paul Humpé et le bureau exécutif national, Lokossa veut impérativement prendre part au communal du 17 mai prochain. Nous sommes déjà prêts, notre dossier est totalement finalisé et nous n'entendons pour rien au monde rater ce rendez-vous précieux et combien important dans notre vie politique. Alignés officiellement derrière Paul Humpé, ces FCBE de Lokossa promettent
lutter contre l'esprit de division et alliance serrée aux prochaines élections. Voilà, du soutien donc pour le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Humpé, dans le Mono. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, la boussole à suivre pour la gestion cette année est désormais connue. Il s'agit du plan de travail annuel gestion 2020, lancé hier vendredi à Cotonou. Un exercice fait en présence de la ministre Aliatou Martins, compte rendu Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Nous devons retrousser les manches pour atteindre les objectifs fixés à l'effet d'impacter le quotidien des Béninois. Adijatou Matis, ministre du Travail et de la Fonction publique, à l'occasion du lancement officiel du plan de travail annuel gestion 2020 de son département. C'est un message fort qu'elle a adressé à ses collaborateurs au regard des précédentes performances réalisées. Il est utile de rappeler qu'en 2019, les progrès réalisés en termes d'exécution physique et financière étaient respectivement de 76,29% et 65% base ordonnancement. Ces taux obtenus n'expriment pas toute la performance attendue. La nouvelle aventure commence ici avec la remise des lettres de mission aux différents responsables de programmes et d'actions. Il s'agit des directeurs généraux, centraux et départementaux du ministère de la Fonction publique. Ils ont reçu leur contrat d'objectif des mains de la ministre elle-même. Vous êtes les principaux acteurs de l'accomplissement de la mission du ministère et donc de la mise en œuvre des programmes contenus dans le PTA. De ce fait, je vous invite à ne ménager aucun effort pour une meilleure consommation des crédits mis à notre disposition afin d'obtenir des résultats tangibles qui impacteront les usagers clients de l'administration. Aussi, voudrais-je insister sur le fait que notre pays dispose de ressources limitées et qu'il est nécessaire que celles-ci soient utilisées de façon rationnelle. Pour l'atteinte des objectifs, les participants à cette rencontre importante du ministère de la Fonction publique se sont appropriés le dispositif de gestion qui régit cette année les différents programmes, les actions et les résultats attendus. Pour ce faire, ils ont suivi des exposés sur le plan de travail annuel gestion 2020, le plan de passation des marchés publics et le plan de consommation des crédits. Quand je dis 50 millions de femmes africaines ont la parole, ce n'est pas un slogan, mais une plateforme mise en place par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour faciliter l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Le projet porte la marque de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'appui de la Banque africaine de développement. Il a été lancé hier vendredi à Cotonou sous les yeux de Ingrid Day, dont le compte rendu porte ici la voix d'Ali Moumouni. L'autonomisation des femmes béninoises est au centre de cette rencontre consacrée au lancement de la plateforme numérique du projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Il s'agit d'un creuset des femmes entrepreneurs pour un développement socio-économique inclusif et durable. Une initiative de la CEDEAO accompagnée par la Banque africaine de développement. Dans un autre rapport publié par la Banque mondiale, il est fait mention de ce que 70% des petites et moyennes entreprises tenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas ou bénéficient moins des services qu'offrent les institutions financières. C'est au regard de ces différents constats que les 15 États membres de la CEDEAO ont accepté d'accueillir et de mettre en œuvre le projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole. 38 pays du continent africain ont adhéré à ce projet. Ici au Bénin, il est placé sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. À l'occasion de ce rendez-vous du lancement de la plateforme, 50 millions de femmes africaines ont la parole. Les participants ont eu droit à la présentation de l'historique du projet, suivi des différentes étapes pour les inscriptions. L'économie africaine sans femmes, ça n'existe pas. On sait aussi que si on veut vraiment, si on investit dans un rôle plus plein, plus digne des femmes dans l'économie, l'économie croîtra encore plus. Il y a des recherches de la Banque mondiale qui ont montré qu'avec une participation active des femmes dans l'économie, le niveau de vie monte, le niveau de la croissance économique monte. Donc vraiment, on ne peut applaudir qu'on ait tous ces instruments, ces outils comme une plateforme pour les femmes entrepreneurs du Bénin. J'adresse un satisfecit aux membres de l'équipe pays qui sont autant des entrepreneurs confirmés que des représentants d'institutions
œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Vous avez la lourde responsabilité d'informer et d'orienter toute femme primo-entrepreneur ou entrepreneur en quête de professionnalisme pour se faire connaître vers la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Seront également prises en compte les femmes rurales qui excellent quotidiennement dans le monde de l'entrepreneuriat pour assurer leur autonomisation et par ricochet celle de leur famille et dont les efforts sont souvent passés sous silence. Les femmes entrepreneurs du Bénin sont donc invitées à publier leurs produits sur la plateforme. Ainsi, elles pourront bénéficier des différentes opportunités informatives, financières et une visibilité certaine pour booster leurs activités. Le nom du site www.womenconnect.org. Voilà, plateforme offerte donc à ces femmes qui aspirent à l'entrepreneuriat. De l'institutionnel toujours, mais des images à présent avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a reçu en audience hier vendredi. Vous allez le voir sur ces images, 3 diplomates venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la République tunisienne et de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, de même que l'ambassadrice de la République de Pologne. Les 3 sont donc nouvellement accrédités au Bénin et auront résidence à Abuja, au Nigeria. Ils entendent surtout remettre sur orbite la coopération entre leurs pays respectifs et le Bénin, et ce, dans plusieurs secteurs. Je vous propose de suivre ici un extrait des explications de l'ambassadeur tunisien après le Bénin, après son tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères. Suivez. J'ai eu vraiment le grand honneur et le grand plaisir de rencontrer ce matin son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ce fut également, c'est un grand honneur et un grand plaisir de me retrouver ici dans le Bénin, au Bénin frère. Comme vous savez, la Tunisie et le Bénin frère, nos relations sont des relations très historiques, sont profondément enracinées de l'histoire. Nous allons œuvrer inlassablement au cours de la prochaine période pour renforcer ces relations vraiment fraternelles sur la base de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Monsieur Patrice Talon, et Monsieur le Président de la République de la Tunisie, son Excellence, Monsieur Kais Saïd. Je peux vous assurer que nous travaillons maintenant d'arrache-pied pour renforcer ces relations, surtout dans les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée, qui ont un impact sur le développement de nos 2 peuples vraiment frères. Ces secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'agroalimentaire, comme le développement vraiment industriel, l'innovation vraiment technologique, la santé, les produits vraiment pharmaceutiques, le tourisme, au niveau de la coopération technique, de la formation, le renforcement vraiment des capacités au niveau des TIC, et nous allons vraiment davantage œuvrer pour renforcer les échanges entre vraiment nos 2 peuples, les échanges vraiment culturels. Je peux vous dire que l'avenir des relations fraternelles entre la Tunisie et le Bénin sont un avenir vraiment radieux. Nous avons de larges perspectives qui s'ouvrent pour le renforcement et la diversification de ces relations qui, j'en suis sûr, auront un effet vraiment très positif sur le développement de nos 2 peuples et nos 2 pays vraiment frères, quoi. Voilà, on parlait coopération et diplomatie. Comprendre et accéder au marché public, c'est autour de ce thème que se sont articulés les échanges entre le ministre de l'économie et des finances et les acteurs du secteur privé. Au cours de la 2e journée, la tribune a été laissée au directeur national de contrôle des marchés publics, Maman Adjele Aminou, pour présenter aux entrepreneurs les mesures d'allègement des procédures et les nouveaux avantages accordés au secteur privé. Le point de ces échanges avec Clément Tchadé et Elvis Tonoupoy.
et l'appel d'offres ouvert. Environ 4 ans après d'intenses réformes visant l'amélioration du climat des affaires, la Direction nationale de contrôle des marchés publics fait le point de ses prouesses au secteur privé. Ceci à travers cette séance d'échange et surtout de bilan des impacts sur le monde des affaires, présidée ici par le ministre de l'Économie et des Finances. Face à ces acteurs du privé qui sont en réalité les premiers bénéficiaires, le directeur national de contrôle des marchés publics a d'abord présenté le cadre juridique et institutionnel. L'orateur a à cet effet présenté au public les nouvelles procédures, les modes de passation des marchés et enfin les innovations relatives à l'allègement des procédures et formalités. Cette phase est d'autant plus importante que c'est l'une des activités principales qui permet réellement de mettre en œuvre tout ce qu'on pense faire comme projet, comme réforme et tout ce qui se fait par le gouvernement depuis 2016, notamment dans le domaine des marchés publics. Les réformes relatives à l'environnement institutionnel, les réformes du cadre juridictionnel, les réformes qui vont dans le sens d'améliorer l'accès au marché public, les réformes qui vont dans le sens de favoriser davantage de transparence, renforcement de la transparence, de l'allègement des différentes procédures de passation des marchés publics. À part ces dispositions réglementaires au profit du secteur privé, le gouvernement, avec l'autorité de régulation des marchés publics, ont renforcé les moyens de recours, les formes de règlement des différends, la promotion des initiatives privées et la prise en compte des intérêts de toutes les entreprises. Romuald Wadagni, ministre de l'Économie et des Finances, a saisi l'occasion pour échanger sans langue de bois avec les professionnels du secteur privé. Le ministre en charge des Finances a aussi réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les prestataires de l'État. Vous savez, avant, il fallait payer de grosses sommes d'argent pour avoir les cahiers de charges et se déplacer pour les prendre. Et on a dématérialisé au maximum. Vous pouvez prendre les cahiers en ligne, vous pouvez tout faire sans vous déplacer. Donc on ne va pas retourner en arrière en créant ça. Mais on s'assure que sous 24 heures, vous posez des questions en ligne, on vous répond. Et ça, vous pouvez le tester et ça marche bien et c'est ce qu'il faut encourager. Nous avons un nouveau code de marché public avec un nouveau modèle de contrat qui prévoit ces dispositions-là, qui prévoit ce qu'il faut faire pour que l'opérateur ne soit pas lésé en cas de rupture pour cause ou à l'initiative de l'État. Bien entendu, il y a des situations de force majeure et même les situations de force majeure sont adressées là-dedans. La probabilité qu'un projet que vous avez gagné, un marché que vous avez gagné le débat, vous l'arrêtez, on réduise, cette probabilité est faible pour les causes liées à l'insuffisance de ressources financières. Par le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de situations où vous avez des marchés, on les arrête parce que quelque part, vous ne l'avez pas terminé et le budget suivant n'a pas prévu le complément. Ces nouveautés aussi permettent d'éviter ces situations de rupture abusive. Et je pense que si quelqu'un a, depuis là, ces temps-ci, des cas, je pense que je suis prêt à en discuter et qu'on en parle. Avec ces réformes, les défis aujourd'hui sont entre autres la professionnalisation du service de gestion des marchés publics, l'appropriation de la réglementation et les outils de gestion des marchés publics, le recours à l'assistance juridique et la spécialisation des entreprises, la dématérialisation de la gestion du système national des marchés publics et le renforcement continu de la lutte contre l'impunité et la corruption sont les autres défis à relever. Le ministre Wadagni et ses collaborateurs se montrent déterminés à mettre en œuvre ces différentes dispositions pour davantage améliorer le climat des affaires, gage d'émergence du secteur privé. Tout à fait. Le projet de construction du pipeline Export Niger-Bénin revient au devant de l'actualité. Le premier navire transportant les matériaux est à Cotonou. Depuis dimanche dernier et en milieu de semaine, le ministre des Infrastructures et son collègue en charge de l'eau et des mines sont allés procéder à la réception de ces matériaux. Il s'agit essentiellement de la tuyauterie qui servira de canalisation pour l'écoulement du pétrole brut entre le Niger et le Bénin. Regardez. Les choses se dessinent petitement mais sûrement en ce qui concerne la réalisation du projet Pipeline. Le navire transportant les matériaux entrant dans la construction de cette canalisation du pétrole brut entre le Niger et le Bénin a accosté au port autonome de Cotonou, à la grande satisfaction donc du ministre des Infrastructures et de son collègue en charge de l'eau et des mines. Ce navire qui transporte environ 164 km de tuyauterie qui vont servir donc à la construction du pipeline proprement dit. Et il faut dire, sur ce chargement, environ
130 sont destinés au Niger et 34 au Bénin pour ce premier navire. Après ce navire, d'autres navires vont venir dans un intervalle de 3 semaines, 1 mois, 3 semaines à 1 mois. Les navires vont se succéder pour donc transporter l'essentiel de ce qu'il faut pour la construction de ce pipe, que ce soit les travaux en amont ou en aval, et pour un trafic global donc estimé environ à 700 000 tonnes. Le ministre en charge des transports a fait toute la promesse et a pris toutes les dispositions afin que notre port puisse être le port de passage pour l'ensemble de ce fret, ce qui est important pour notre corridor qui nous relie au Niger. Les espaces de stockage de ces tuyaux de canalisation sont en préparation et les maires des communes bénéficiaires sont invités à une séance de travail à Cotonou la semaine prochaine. Le projet Pipeline, il faut le préciser, prend en compte environ 2000 km partagés entre le Niger et le Bénin pour l'écoulement du pétrole brut. Il permettra la construction de la station terminale à Sémé et des stations à Gogounou et à Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Oui, un méga projet qui prend progressivement corps. Enfin, une plateforme pour le traitement des déchets issus des interventions médicales au Bénin. Il s'agit d'un centre de gestion innovante des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Il a été mis en service le jeudi dernier par le ministre de la Santé, Benjamin Mpati. Compte rendu à Siomo Kanya-Siongon et Rachidi Soubero. Le centre de gestion innovante des déchets d'activité de soins à risque infectieux se met au travail. Il lance officiellement ses activités le jeudi 27 février en partant du fait qu'au Bénin, les déchets produits par les acteurs sanitaires sont mal gérés, exposant ainsi la population à des risques d'infection. C'est pour ça qu'en cherchant la solution, nous avons trouvé une machine qu'on appelle l'OMW 200-400, qui est une machine révolutionnaire qui est en rupture technologique totale. Comment agit-elle? Dans un premier temps, elle va découper tous les déchets en tout petits morceaux, des morceaux qui ont une taille qui doit être inférieure à 3 à 5 mm. Ensuite, ces petits morceaux de déchets vont être exposés à l'ozone. L'ozone qui est un gaz qui est constitué de 3 atomes d'oxygène mis ensemble. Et cet ozone O3, c'est lui qui a le pouvoir de détruire et les bactéries, et les virus, et les parasites, et qui va rendre à la fin du processus les déchets dépourvus de tout germe et de tout risque de contaminer. La mauvaise manipulation de matériel infecté et la gestion inappropriée des déchets biomédicaux, à savoir la collecte, le transport, le stockage, l'élimination, constituent un risque majeur, principalement pour le personnel des formations sanitaires, les usagers des centres de santé, les populations et aussi pour l'environnement. La mise en service de ce centre privé vient lever les difficultés de gestion appropriée des déchets médicaux au niveau des formations sanitaires. C'est une technologie de pointe mise en œuvre au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, s'en réjouit et félicite les initiateurs, car ceci vient en appui au gouvernement. Ce centre vient appuyer les efforts engagés par le gouvernement béninois pour apporter une réponse efficace à la prévention des risques infectieux dus à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux produits dans nos formations sanitaires. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, met un point d'honneur à ce que nous puissions assurer des soins de qualité à la population. Et l'assurance des soins de qualité passe également par l'élimination du risque infectieux. Désormais, ce centre de gestion innovante des déchets d'activité de soins à risque infectieux va assurer une gestion écologique et rationnelle des déchets médicaux à risque. Ceci se fera à travers une collecte, un transport sécurisé. Autre volet de l'actualité avec le deuxième forum des collectivités locales africaines qui a pris fin hier vendredi à Cotonou et les travaux ont été sanctionnés par un engagement solennel, la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique, un engagement issu de 2 jours de réflexion organisé en prélude à la COP26 prévue pour novembre prochain à Glasgow, là c'est en Écosse. Et pour les assises de Cotonou, une déclaration a été faite et porte sur les grandes lignes des échanges. Une déclaration lue ici par
Yacouba Traoré, il est le président de l'association des municipalités du Mali. Suivez. Déclaration de Cotonou. Nous, présidents d'Association nationale des gouvernements locaux et régionaux d'Afrique, réunis les 27 et 28 février 2020 à Cotonou, adoptons la déclaration qui suit. 1. Sommes déterminés à nous mobiliser en faveur de l'action climatique, notamment en adhérant massivement à la Convention des maires pour le climat et l'énergie, afin que la contribution des villes et territoires soit mieux intégrée dans l'action climatique des États et participe à l'augmentation de l'ambition de l'accord de Paris de maintenir la hausse de la température de la planète autour de 1,5 degré Celsius. 2. Comprenons que l'action climatique apporte une perspective nouvelle dans la conception de nos modèles de développement et de réduction de la pauvreté, ce qui implique d'aligner tous les instruments et procédures de planification et de budgétisation à tous les niveaux de gouvernance. Nous engageons à inscrire nos actions en cohérence avec les priorités des programmes nationaux et des contributions déterminées au niveau national. Recommandons de prendre avantage de la révision en cours des CDN pour adopter une approche bottom aboutissant à la territorialisation des CDN, y compris en partant des contributions déterminées au niveau local. 5. Demandons pour ce faire que le cadre institutionnel de la décentralisation soit revu pour le rendre effectif et conforme aux dispositions des lois et règlements. 6. Souscrivons à la mise en place d'un programme Readiness Afrique ciblant les gouvernements locaux et régionaux en vue d'amorcer la transition vers un développement local durable et résilient. 7. Demandons au Fonds vert pour le climat d'accréditer CGLUA en tant qu'implementing partner régional qui sera chargé en particulier de la mise en œuvre du programme Readiness Afrique. 8. Saluons l'engagement du président de la BOAD à soutenir la mise en œuvre du programme Readiness Afrique dans l'espace UMOA à titre pilote. 9. Encourageons nos membres à travailler avec le secteur privé, le milieu de la recherche et la société civile pour explorer des solutions innovantes et participer à la collecte des données nécessaires pour assurer le monitoring, le reporting et la vérification de la mise en œuvre de l'agenda climat de nos territoires. 10. Remercions les partenaires qui soutiennent l'action climatique et les encourageons à continuer à soutenir nos efforts visant à faire de l'action climatique l'affaire de tous. 11. Félicitons CGLUA pour cette heureuse initiative et pour son leadership et lui demandons de promouvoir les échanges entre gouvernements locaux et régionaux au niveau sous-régional et continental. Voilà, c'était le président de l'Association des municipalités du Mali parlant au nom des collectivités locales africaines. C'était sur des propos recueillis par Assiomo Kanyasiambon et Mofid Sabouha. Terminons cette session d'information avec la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué qui apporte son grain de sel aux efforts d'assainissement de l'espace concerné. Comme ils le font presque tous les jours, les agents de la dite société ont fait du piquetage hier vendredi dans la ville de Cotonou. Regardez. Les rues de Cotonou en pleine toilette dans la matinée de ce vendredi. Des agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué font du piquetage pour assurer la propreté de la ville conformément au cahier de charge de la société. La tâche consiste à ramasser les emballages plastiques, les papiers et les feuilles d'arbres qui tombent sur la voie déjà nettoyés la nuit. L'activité se passe du lundi au samedi de 7h à 18h. Ce jour, l'activité s'est déroulée sur la rue 7.15, la rue de CDPA, sur le tronçon du rond-point Legba au carrefour Stemez, du carrefour Stemez au carrefour Unafrica et beaucoup de rues sur le lot. En fait, l'activité se passe dans toutes les rues du lot. Donc, chaque agent a sa charge un lot de rues
qu'il doit traiter courant la journée. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué fait aussi des activités de désensablement qui se déroulent de 22h à 7h du matin et de 7h à 18h. Les activités sont essentiellement consacrées au désherbage, une opération menée avec quelques difficultés. Essentiellement comme difficulté, c'est l'incivisme de certaines personnes qui continuent de jeter des sachets ou des emballages papier quand ils finissent de manger ou de prendre leur pure water. Ils jettent directement ces emballages au sol. Alors qu'il y a les agents là qui ramassent. Donc quand ils viennent ramasser peu de temps après, c'est qu'il y en a encore. Mais nous nous rapprochons d'eux, nous les sensibilisons pour leur expliquer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire, que c'est pour la propriété des rues. Donc il y a certains qui comprennent et qui nous accompagnent et d'autres qui ne comprennent toujours pas. Donc nous estimons qu'avec le temps ça va prendre. Et pour que cela prenne effectivement, le superviseur de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a invité les citoyens à accompagner cette opération afin qu'ensemble, ils puissent rendre les villes du Grand Nokoué propres et attrayantes. Voilà, nul ne sera donc de trop pour l'amélioration et surtout l'assainissement du cadre de vie des populations. Notre aventure de cette mi-journée s'achève ainsi. Prenons donc le rendez-vous de 19h30 pour la grande édition vespérale. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes. Bon appétit.